ancien marin. Moi aussi. Ok, voilà, j'ai compris. J'ai compris. Il enregistre. Donc, je suis ancien marin, j'ai quitté depuis quelque temps déjà, hein. Et je suis un petit peu plus là. Sylvain, vous devez vous muter, s'il vous plaît. Voilà, je l'ai muté. Voilà. OK. Et donc, je suis adhérent de l'association La Pérouse à Albi depuis une dizaine d'années. Ça m'a plu il y a une dizaine d'années. Je suis inscrit à l'association et puis voilà, je cherche un petit peu comme tout le monde. Alors, bon, il y a des gens qui ne sont peut-être pas bien au courant de La Pérouse, des invités personnels que je vois le nom là. Un tout petit peu résumé. Donc, La Pérouse, c'est un commandant, un officier de marine français qui a été choisi par Louis XVI, n'importe qui, pour faire un tour du monde. Le tour du monde, ça s'est passé déjà avant lui, mais il voulait un tour du monde en façon, comment dirais-je, humble, avec rencontrer des gens, s'occuper d'eux, leur montrer des nouvelles plantes éventuellement, trouver comme quelques points qui n'étaient pas très clairs, comme au sud de l'Australie, comme le passage nord-ouest de l'Alaska, pas mal de missions à remplir. Alors, c'était une mission qui était très importante, qui a coûté très, très cher. Grande préparation, 2 bateaux par sécurité, et ce n'était pas suffisant apparemment. Et donc, ça a duré 3 ans pratiquement, et puis un jour, plus rien, disparu de la circulation, enfin, de l'océan. Il y a eu des recherches pendant 30 ans, on l'a découvert donc 30 ans après, c'est ce qui s'était passé réellement. Donc, la Pérouse est connue par tous les marins du monde, et puis aussi par des non-marins, parce que c'était une suite de drames, si vous voulez, par rapport à une mission qui devait être facile, enfin, vraiment intéressante. Ça s'est mal passé. Et même ses amours également. On va en parler aussi parce qu'ils n'ont pas eu de chance tous les deux. Très bien. Donc, on connaît bien la Pérouse. Il y a eu des conférences, il y a eu des livres, il y a eu pas mal de choses. Ce qui reste un petit peu mystérieux, c'est bien sûr sa disparition, hein. On l'a retrouvée, mais très tardivement. Donc, ils se sont échoués sur Vanikoro, une île inconnue à l'époque. Et aujourd'hui, notre ami australien, là, anthropologue et puis chercheur en Australie, va reprendre des recherches tout bientôt, là, en 2022, parce qu'il y avait une hypothèse de 1818, donc ce n'est pas nouveau, et qui n'a pas du tout été exploitée. Cette hypothèse disait que donc les naufragés de Vanikoro avaient réussi à construire un bateau de secours et s'étaient dirigés vers l'ouest, la partie civilisée. L'Australie était pratiquement déserte, hein. Et puis, manque de peau, ils ont tombé donc au nord de l'Australie, ça s'appelle l'île de Murray, une tribu hostile apparemment, ce n'était pas facile. Il y a eu un dernier combat. Ils ont été massacrés à ce moment-là. Ça, ce n'est pas sûr, tout le monde n'y croit pas, mais Garrick donc veut absolument trouver ça et il y a eu pas mal de problèmes pour mettre ça en route, hein. C'est compliqué, il faut de l'argent, des autorisations, ça a été remis une fois, 2 fois, 3 fois en route et ils ont eu des gros problèmes. Je ne parle pas des sous-marins, hein, en Australie, je parle uniquement des grands incendies et puis du fameux virus qui nous embête toujours aujourd'hui. Voilà, donc une affaire est en cours. Alors justement, tout le monde n'y croit pas. Je vous propose de vérifier donc ça. Donc vous voyez là, on a le voyage donc de Vanikoro, enfin le naufragés sont là, on sont atterris là, et on hypothèse donc suppute qu'ils sont partis par un navire de fortune. J'ai perdu voilà, vers l'île Rennell. On a trouvé quelques objets à l'île Rennell appartenant effectivement à eux. Et puis, ils sont échoués à l'île de Murray Island et combattus avec une tribu locale. Alors, tout le monde n'y croit pas, n'empêche que, petit rappel, le capitaine Blight, hein, donc, après la mutinerie de la Bounty, même époque, à quelques mois après, hein, quelques mois plus tard, donc avait été débarqué par Fletcher Christian, c'est une vieille histoire, hein, débarqué donc du bateau, et puis débrouillez-vous avec une chaloupe et puis 40 personnes dessus. Blight avait un monstre apparemment tout à fait inhumain, mais il avait réussi, on voit en pointillé la partie bleue,
Il avait réussi à presque de Tahiti à faire 7000 km et donc passer par Murray Island. Il n'avait rien eu à ce moment-là. Et donc, arriver à Timor, une île qui était à l'époque occupée par les Hollandais, donc ça s'est bien passé. Il est retourné en Angleterre. Bon, on connaît aussi la suite. Je vois une main qui se lève. Non? On verra après. Marc, on verra après. Oui, non, je crois que Timor était occupé par les Portugais. Portugais? Bon, peut-être bien. Admettons les Portugais. Et donc, il avait réussi son exploit, quoi, son exploit maritime pratiquement sans précédent. Donc, c'est réalisable. C'est ce que voulait prouver Gary Hitchcock, d'aller, je ne sais pas s'il trouvera grand-chose, parce que là, le temps a passé, c'est trop tard peut-être pour le faire. Il va essayer avec nos amis de Nouméa, l'association Salomon. Hein, ils sont vraiment proches de l'Australie, donc pourquoi pas travailler ensemble. Bon, je quitte le partage. Voilà, donc va pour la petite histoire. Donc, le fameux, notre ami Lapérouse, c'est connu, sauf le mystère, c'est un homme d'honneur, on sait parce que par ses exploits maritimes, il n'y a pas de problème. On va voir aussi que c'était un homme d'honneur, hein, avec son épouse et tous les gens qu'il a rencontrés. Voilà. Alors, je voudrais juste commencer l'histoire en disant que, rassurer les gens, l'histoire, ce n'est pas seulement, comme on l'a vu souvent, des batailles, des meurtres, des intrigues. Ça peut être aussi des histoires, des aventures humaines, des amitiés profondes et même des romans d'amour. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le roman d'amour malheureux entre Lapérouse, on va l'appeler Jean-François aujourd'hui, hein. On va être un peu intime, mais pas Monsieur le Comte, et puis la fameuse Éléonore Broudou. On va donc découvrir cette famille Broudou au fur et à mesure. Grâce aux documents qu'on m'a conseillé, qu'on m'a prêté, que j'ai découvert à Lorient, il y a un très beau musée à Lorient qui est le musée de la Compagnie des Indes orientales. Et donc, à Lorient, Aix-en-Provence aussi, un très beau, enfin, des recherches, des archives. Là, ce n'est plus numérisé. C'est donc, on va le voir, 2-3 images que j'ai retrouvées à Aix-en-Provence, écrites à la plume d'oie sur les grandes archives de départ. Ils notaient tout. Il fallait voir un peu, c'était impressionnant, très sérieux. On va donc découvrir cette histoire donc, du roman d'amour à travers ces documents. Bien, alors la famille Broudou, donc on commence par là, on y arrive. C'est une famille qui vit à Saint-Quentin, une famille apparemment juive, parce que ça s'appelle tous Abraham, de père en fils, les garçons. Et donc, ils vivent aisément, ils sont aisés, mais pas nobles. Ça, on va le voir après. Ils sont aisés, mais pas nobles, et vivent du commerce du tissu. Bon, tout marche bien. Et puis, finalement, il y a un membre de la famille qui était intendant aux Antilles, avec une bonne place apparemment, qui leur suggère de venir s'établir à Nantes, le port français de Nantes, côté Atlantique. Pourquoi Nantes? Tout simplement, Nantes, c'était le plus grand port négrier de France. Il n'y a pas que les Français, hein. Il y a les Espagnols, les Portugais, les Hollandais, les Anglais, tout le monde pratiquait ce malheureux commerce. Mais Nantes était le plus gros port de ça. Il y avait l'Orient, il y avait Bordeaux. D'ailleurs, très joli musée, je fais un peu de pub, hein. Très joli musée à Bordeaux, le musée d'Aquitaine, qui explique bien ces parcours négriers avec des maquettes, des tableaux, des explications. C'est très bien. Voilà. Et bien, donc, ils vont devenir armateurs. Armateurs, ce sont des gens qui achètent des bateaux pour le commerce ou qui les louent, hein, des gens qui en ont besoin, mais aussi en moyennant finance. Ils ont pris 4 puis 5 bateaux, à plusieurs, parce que c'était tout tellement cher. On va s'associer avec d'autres armateurs et on va pratiquer le commerce triangulaire que tout le monde connaît à peu près. Le commerce triangulaire, c'est ça. Je reviens là pour le partage. Voilà. Suivant. Voilà. On part donc d'Europe, il n'y a pas que les Français, je dis bien, avec des armes, des munitions, enfin pour troquer du tissu, de l'alcool. On va en Afrique, côté Atlantique, et on va échanger donc ces pacotilles, comme ils disent, hein, contre des esclaves, hommes, femmes, enfants, il n'y avait pas de raison. Et c'est du Sénégal, le Bénin, tous ces gens. On n'allait pas prendre nous-mêmes les esclaves, hein, les rois africains, les petits rois africains,
capturer les gens en Afrique, les amener sur la côte pour les vendre aux Européens. Hein, bon, il faut le préciser. Donc, on chargeait ces hommes, on déchargeait l'arrivée d'Europe, on partait soi-disant aux Antilles, au Brésil, et plus tard en Amérique du Nord, on échangeait ces esclaves contre du sucre, du café, du coton, du rhum, bien sûr. Hein. Voilà. Ça, c'est le commerce triangulaire. Je vais quitter la photo pour bien suivre la suite. Voilà. Donc, alors, ce monsieur Broudou, il a quitté Saint-Quentin pour s'établir à Nantes. Et à l'époque, ce n'était pas la vie rêvée pour les femmes, surtout qui devaient accoucher. Donc, ce monsieur Broudou, Abraham, il a eu 2 épouses, une madame Blondel, puis une madame Muller, bon, c'est dans le détail. Ils ont eu chacune 6 enfants et sont mortes en couche toutes les 2. Alors, on ne va pas parler des 12 enfants parce que certains sont morts très jeunes. Tout le monde n'a pas atteint l'âge adulte, bien sûr. On va parler des 2 principaux. Donc, c'est Abraham Junior, le futur père d'Éléonore, et de Anne, sa fille aînée. La fille aînée, la première, donc, va prendre en main ses frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs. Une petite maman, en fait, pour ces enfants-là. Alors, donc, Monsieur Abraham Junior, bien sûr, il va grandir, il va devenir adulte et il va se marier avec une madame, on va dans le détail, hein, mais bon, une madame Kellard, Françoise Kellard, on en parlera, une femme qui a une bonne trempe, caractère très fort et qui est fille de chirurgien. Alors, fille de chirurgien, ce n'est pas les chirurgiens d'aujourd'hui, hein, ils sont très mal vus, à part les saignées et puis les amputations, ce n'est pas très, très bon. Donc, ce monsieur donc, va avoir des enfants. Il va avoir 3 garçons, 2 filles, dont Éléonore, et un petit Benjamin qui va perdre à l'âge de 4 ans. Hein. C'est donc un peu compliqué. Donc, les affaires marchent bien chez les Broudou, les enfants sont là, le fils a pris la suite avec son père. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive à l'époque de la guerre de 7 ans. J'ai un peu de temps, j'en parle parce que c'est la première fois où on va voir ensemble les Broudou et la Pérouse. Hein. Pas physiquement, mais ils vont avoir le point commun. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La guerre a duré 7 ans, comme son nom l'indique. Les Français sont contre les Anglais, bon ça c'est normal. Ils sont contre les Autrichiens, après contre les Prussiens, bon c'est un peu compliqué. Et Louis XV, qui est le roi français de l'époque, pour finir cette guerre qui dure un peu, il envisage d'envahir l'Angleterre. Alors là, c'est assez osé quand même. Il va donc chercher des hommes, il va bloquer tous ces hommes, soldats français près de Vannes, venir les chercher par des bateaux français et les emmener par l'Écosse. Pourquoi l'Écosse? Parce que nous sommes avec les Écossais depuis des siècles, donc c'est nos alliés en fait. Hein. Et pour se préparer à envahir l'Angleterre. Mais manque de peau, l'escadre, la militaire, est bloquée à Brest par les Anglais, puisque les Anglais sont au courant de tout, ils ont des espions. Donc, ils ont bloqué l'escadre française à Brest. Bon, finalement, l'escadre sort quand même, les Anglais les poursuivent, vont les retrouver à Quiberon, et va s'en suivre une bataille navale, bien sûr, qui va être une défaite sanglante pour nous, puisqu'on n'a pas le même nombre de bateaux, et puis, il faut bien le dire, des manœuvres des fois malheureuses. Hein. Un bateau a coulé, par exemple, en quelques minutes pour avoir voulu virer trop fort, les sabords ouverts. Les sabords, c'est les afflecteurs pour les canons. Donc, l'eau rentre là, s'engouffre dans le bateau. Bref, on a fait des erreurs aussi, il faut reconnaître. Donc, cette bataille, je vais vous montrer justement, j'ai une photo, je crois, là-dessus. Voilà. Partager, oui. Voilà. Donc, l'armée est bloquée à Nantes, à Vannes, pardon. Les Français, suivis des Anglais, vont arriver dans la baie de Quiberon. Et parce que c'est une bataille donc qu'on a perdue. Alors, juste une petite anecdote. Cette bataille de Quiberon, c'est un nom donné par les Anglais. Nous, Français, nous l'appelons la bataille des cardinaux. Parce qu'il y avait 4 écueils qui émergeaient à peine. Et ça pouvait ressembler aux points cardinaux. Donc déjà, pour une même bataille, on n'est pas d'accord sur le nom. C'est difficile de se comprendre. Hein.
Alors, M. Broudou, donc, eh ben, il va perdre 3 bateaux parce on avait donc loué ces 3 bateaux sur les 5 pour emmener justement les hommes qui étaient bloqués à Vannes, les emmener en Écosse. Ça, c'est quand même grave. 3 bateaux sur 5 de perdus, en plus les plus beaux. Il faut noter qu'à cette époque, donc, la Pérouse, on y arrive, le point commun est là. La Pérouse, il est garde-marine, il est tout jeune, il a 16 ans, il est embarqué sur le Formidable. Je crois que j'ai une très belle photo là-dessus. Voilà la bataille donc des Cardinaux pour nous, hein. Là, voilà. Et d'après les experts, le Formidable, il est là, apparemment, sur le côté gauche. Ça, c'est un Anglais, apparemment. Donc, la Pérouse, là, il a 16 ans, il est garde-marine, il n'est pas encore officier. Le Formidable, c'est un bateau énorme, ils sont 1000 à bord. Il y a 300 blessés, 300 morts, c'est un massacre complet, 150 blessés, même la Pérouse sera blessée. Il sera blessé au ventre, à la jambe, il est capturé par les Anglais, et puis il sera échangé quelques temps plus tard, heureusement, lors de remise de prisonniers. Donc, en fait, c'est la première rencontre non physique entre la Pérouse et les Broudous. Là, on a un blanc, on a un trou. Pourquoi? Parce qu'on retrouve finalement les Broudous à l'Île-de-France. L'Île-de-France, ce n'est pas Paris et sa banlieue, hein. L'Île-de-France, c'est l'île Maurice aujourd'hui. Alors, c'est bizarre parce qu'on va retrouver les filles, uniquement les filles. Alors, il y a donc la sœur, la fameuse sœur Anne, il y a l'épouse, Françoise Kellard, et les 2 filles, Elisabeth et Éléonore, qui arrivent donc comment s'appelle, à l'île Maurice, seules. Ça, on ne comprend pas que le chef de famille ait laissé partir ses filles, ses femmes seules. On suppose qu'il a dû partir un an avant en éclaireur avec son bateau qui lui restait, le roi Guinguin. C'est un drôle de nom, le roi Guinguin. Le roi Guinguin, c'était un petit roi au niveau du Bénin qui trafiquait justement avec les esclaves, et on l'avait appelé ainsi pour être bien vu, quoi. Bon, le roi Guinguin, donc c'est possible. Donc les filles arrivent à l'île Maurice, et puis Monsieur Abraham Junior, il arrive un an plus tard, pratiquement, hein. Ça, on a les preuves. On a les cahiers d'arrivée des bateaux ou de part de l'Orient, et ça, c'est clair. Alors, bien sûr, quand on parle de bateaux, là, on n'est pas en croisière, hein. Quand les filles arrivent de l'Orient et elles vont à l'île Maurice, je crois que j'ai d'autres photos là-dessus. L'île Maurice, c'est ça, hein. Aujourd'hui, on la connaît comme une île très facile pour les touristes, mais ce n'est pas ça. Voici l'Actère. Alors, l'Actère, c'est un bateau qui appartient à la Compagnie des Indes orientales. Ça a été créé sous Louis XIV, un petit peu avant, pour concurrencer les Français et puis les Hollandais, qui avaient déjà créé ça avant nous. C'est une société qui pratiquement le monopole du voyage vers l'océan Indien. Vous voyez, ils sont armés quand même, hein. C'est pas rien. On n'est pas croisière costard, on ne mange pas 6 fois par jour, on mange de nuit. Là, on subit le mauvais temps, on subit la mauvaise mer, on subit le bruit, la promiscuité, la nourriture, pas facile, très peu d'escale, l'eau, c'est pas facile non plus, hein. Et pourquoi pas les pirates ou les Anglais? C'est presque pareil. Bon. Et donc, voici un peu un bateau. Voilà un bateau qui faisait ce voyage. Vous voyez, on voit des officiers. Donc, ces officiers étaient vraiment différents de l'équipage. On ne se mélangeait pas, hein. Un parcours commandé. Et donc, on voit le barreur qui est là, à droite, et des animaux vivants. On embarquait des animaux vivants, bien sûr, pour pouvoir manger de la viande fraîche le moment venu. Hein, on avait très peu de fruits, très peu de légumes, beaucoup de choucroute. Ce n'est pas terrible comme repas. Et voici le voyage donc qu'ont dû faire ces filles. Donc, elles sont parties de l'Orient. Vous voyez ce grand circuit là en rouge. On va jusqu'à l'île Maurice et on continue jusqu'aux Indes et même jusqu'en Chine. Le voyage durait à peu près un an. Alors pourquoi on voit bien qu'il y a un gros problème. Pourquoi on dérive complètement vers les côtes américaines? Si on regarde les vents, ça paraît plus simple. Regardez, le vent donc, est là et on va donc virer là pour aller
ça aidera bien. Et pour le retour, c'est le contraire. On passe le long de l'Afrique et on remonte. Le vent va aider la manœuvre, bien sûr. Ça, on le verra après. C'est des papiers que j'ai récupérés avec son Provence. Alors, M. Broudou, donc, il va arriver à l'île Maurice, un an après les filles. Alors, il n'arrive pas, il a négocié, on imagine. Il a perdu ses bateaux. Le roi n'a pas su rembourser la perte des bateaux. Eh bien, il va donc, on suppose, on n'a pas de preuves, il a négocié une place de haut fonctionnaire dans une île lointaine. Il a tout, ça faisait beaucoup de choses, même. Il a perdu des bateaux, il a perdu son père, il a perdu son fils cadet. Tous ces problèmes ont dû l'inciter à partir, changer de vie complètement. Donc, les Broudou arrivent là-bas et voici la photo que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, voilà comment on voyait les... Vous voyez là, on voit une Madame Broudou. Hein, il y a une date précise. Donc, Madame Broudou, elle a fait 4 voyages durant sa vie entre l'Orient et l'île Maurice. Hein, pourquoi? Elle a dû négocier chaque fois le problème de ses bateaux perdus avec le roi. On voit bien, donc, il y a très peu, vous voyez, il y a très peu de gens qui sont répertoriés et qui payent le voyage. Normalement, ils payent leur voyage très cher. Le reste, c'est des soldats qui vont prendre leur affectation à l'île Maurice ou l'île Bourbon. Hein. Voilà. Alors, voilà. Encore une madame, vous voyez, là, encore le même livre. Là, on voit le bâtiment La Digue, qui s'appelle La Digue. Et Madame Kellar, cette fois-ci, nom de jeune fille. Mais on voit femme d'Abraham Broudou. Donc, ce n'est pas ambigu. Quand on fait des recherches comme ça, c'est vrai que des fois, c'est Broudou avec un X, c'est Broudon. Il faut bien regarder. Bon, alors, on verra ça après. C'est d'autres images. Voilà. Alors, l'île Maurice, hein, donc l'île de France à l'époque, c'est environ 20 000 habitants. Aujourd'hui, 1 200 000. On voit plus la différence déjà. Et sur les 20 000 habitants, il y a environ 18 000 esclaves. Il reste peu de place pour les colons et les soldats qui y sont. Une photo toujours pour l'île Maurice. Voilà. Bon, ça, on va la passer parce qu'il y a plein comme ça. Voilà. Vous voyez, on voit, ça, c'est le fils quand il va rentrer. On voit même la somme qui est affichée là. L'île Maurice, là, voilà. Alors, la capitale, c'est Port-Louis, toujours aujourd'hui. À l'époque, déjà aussi. On va plutôt envoyer M. Broudou là, à Vieux-Port ou Port-Bourbon, parce que le port est plus profond, il est plus facile d'accès pour les bateaux qui arrivent d'Europe. Et on va donc le faire chef de l'armement, chef du port, c'est quand même pas mal. Et apparemment, il était payé comme capitaine de vaisseau. Hein. Capitaine de vaisseau, c'est juste avant amiral. C'était bien payé quand même. Et comme on n'a pas donc de route, voici Port-Louis en haut, on n'a pas de route encore comme aujourd'hui qui relie Port-Louis à Vieux-Port, on va donc faire du cabotage hein, avec des bateaux donc, qui arrivent à Vieux-Port et ils vont donc aller jusqu'à Port-Louis amener les victuailles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais et la Pérouse, il est où là? Ben, la Pérouse, il arrive, voilà. Il arrive en 1772, voici donc Port-Louis, tiré à l'équerre, comme on dirait New York. Hein. C'était une île toute récente. C'était découvert en 1500 par les Portugais. Ils sont partis, après il y a eu les Hollandais, ils ont tout enlevé, les arbres, la faune, la flore, ils sont repartis. On est venu derrière eux, donc on a fait une île moderne avec une ville moderne. Donc la Pérouse arrive, il arrive avec De Ternay. De Ternay, on en parlera quelques fois. C'est son supérieur hiérarchique. De Ternay vient prendre le commandement gouverneur de Bourbon et de l'Île-de-France, autrement dit la Réunion et l'île Maurice. Et donc il arrive avec De Ternay prend l'île sous sa coupe, et puis la Pérouse qui enseigne de vaisseau, il est affecté pour 5 ans dans les colonies. Ça se fait encore aujourd'hui. Et donc, dans ces cabotages que je vous ai montrés, on voit donc la Pérouse a pu faire ses voyages, évidemment, et on suppose que c'est dans ce fer Port-Louis à Vieux-Port qu'il a rencontré les Broudou. Les Broudou avaient des subventions pour
accueillir les officiers de marine, un peu comme des consuls, hein. C'est un peu d'intimité, ça les voit une vie familiale, c'était tout à fait intéressant. Et on suppose qu'il a rencontré donc la famille Bourdieu à ce moment-là. Et là, c'est le coup de foudre. La Pérouse, il a 31 ans, il voit une gamine, elle a 16 ans, Éléonore, hein. Il tombe amoureux devant Éléonore. Alors le coup de foudre, c'est bien, mais un coup de foudre réciproque, c'est mieux. Parce que donc Léonore est aussi amoureuse de lui. Elle est tombée tout de suite dans ses bras, si je puis dire. Elle est belle, elle est gracieuse, elle a un front dégagé. Je crois que j'ai sa photo quelque part. Il faut la voir en photo pour comprendre. Voilà, voilà Léonore. Elle n'est pas belle, Léonore, franchement. Alors, elle a un sourire incroyable, elle a de l'humour, parfait, quoi. C'est des grands amours. Alors, lui, par contre, déjà, comment dirais-je, la Pérouse, Jean-François, et c'est à peu près le même âge. Il a 31 ans, il est un peu plus rond, il n'est pas très grand, donc, mais il a des yeux brillants d'intelligence et de politesse incroyable. Donc, la fusion s'est faite tous les deux. Alors, bien sûr, la Pérouse, il n'est pas là pour les beaux yeux d'Éléonore, il est là en mission. On l'envoie en mission sur une flûte, c'est une corvette, hein, c'est un 3 mois. On l'envoie en mission aux Indes, qui ne sont pas très loin. Il va découvrir Chandernagore, Calcutta, Madras. Il va rentrer après un combat contre les pirates, parce que ce n'est pas ce qui manquait à l'époque. Il va sur les côtes de Malabar, hein, côté ouest des Indes. Il va sauver le comptoir de Mahé, le comptoir français, parce qu'il y avait un prince hindou qui voulait reprendre ses terres. Bon, il a mis les choses au clair. Et il va rentrer donc en 1775, pratiquement à l'île Maurice. Alors, on imagine bien qu'entre ces missions, la Pérouse rendait visite à Léonore à cheval. Il ne faisait pas le cabotage, hein, il faisait directement la route qui est là aujourd'hui. Et donc, les Bourdieu sont contents, bien évidemment. Un officier de marine, il n'est pas contre, hein, il n'est pas du tout, pas encore. Mais il est très bien, ce garçon, il fera un très beau gendre. Et la Pérouse écrit à sa sœur, qui a 2 sœurs en France, il lui écrit que tout ce courrier, on l'a. Hein. Il y a ce livre, celui-là, donc, qui est vraiment bien fait. Tout ce courrier dont je vais vous parler, il est dedans. Hein. Donc, c'est des preuves. L'histoire, c'est ça, en fait. Il y a des choses confirmées par des décrets, des livres, des lettres. Il y a des choses moins sûres, et puis des légendes. On en verra aussi un peu des légendes. Il faut s'en méfier. J'ai perdu le fil. Donc, il écrit à sa sœur et puis il lui dit qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille qui est magnifique, elle est merveilleuse. Et il pense même rester dans l'île, démissionner, devenir colon, pourquoi pas, il a un peu d'argent. Et puis, il va acheter une maison sur un terrain, une maison coloniale, tout près de la maison des parents. Alors, bon, il se passe quelques temps. La sœur met au courant son père, le père de la Pérouse, et le père a une rage folle. Il est déjà âgé, il est moitié aveugle, mais il n'est pas du tout d'accord pour que son fils épouse une roturière, une créole, en plus d'origine du Nord, du pôle Nord. Nantes, c'est le pôle Nord pour un albigeois. Alors donc, il écrit non pas à son fils, carrément à De Ternay qui connaît en fait, hein. Donc, il lui dit, c'est pas possible, il faut arrêter cette histoire, c'est une mésalliance, il n'y a pas de question que mon fils épouse cette créole, elle est trop jeune, et je la connais pas, elle n'est pas noble, on y arrive, aisée mais pas noble. Alors donc, bien sûr, la Pérouse est un peu surpris, et donc, heureusement, il arrive en fin d'affectation, il a fait ses 5 ans. Il rassure Éléonore, il dit, c'est bon, je n'étais pas là pour l'écouter, mais j'imagine très bien. Il a dû lui dire, c'est pas grave. Bon, mon père n'est pas d'accord. De Ternay m'a donc demandé l'ordre de ne pas l'épouser. Donc, on va un petit peu attendre. Je vais revenir en France, ça va se calmer. Et puis, de vive voix, ça devrait aller mieux. Et il le croit. Donc, il rentre avec la belle poule, toujours, avec De Ternay. Et puis, Éléonore le suit de près. Il embarque, on a vu la photo, le parchemin qui en parle. Et elle le suit de très près, donc sur un navire compagnie des Indes orientales. Et elle sera donc attaquée malheureusement par les pirates, non, par les Anglais, c'est pareil.
Et donc, on va lui prendre sa dot qu'elle avait donc récupérée. On suppose une dot importante qui était une partie des, comment dirais-je, des arrangements entre le père Broudou et puis la royauté pour ces fameux bateaux perdus à Quiberon. Et donc, c'est incertain. Éléonore arrive à l'Orient, elle tombe dans l'eau de la passerelle. Alors, bien sûr, ce n'était pas courant. Et la pauvre Éléonore, elle va mettre 3 ans à s'en remettre. Alors, entre un mariage qui n'est plus certain, tomber à l'eau, lui qui écrit un petit peu moins, ça commençait mal l'histoire. Ça commençait mal. La Pérouse va à Versailles avant d'aller chez lui parce qu'il doit rendre des comptes à Versailles de son passage avec le Ternay. Et puis il rentre à Albi voir ses parents. Éléonore est à Nantes avec sa mère. Alors il arrive chez ses parents et puis bon, c'est des retrouvailles quand même, pas vu depuis 5 ans. On parle de tout, des pirates, de Malabar, des Indes. On va parler de l'île Maurice, de l'île de France, des bateaux, comment ça marche, mais pas un mot sur Éléonore. Il a bien compris au début, il avait dû essayer, de façon hypocrite, non, non, ce n'est pas possible, on n'en parle pas. Alors il va quitter donc ses parents sans pouvoir négocier son mariage et il va donc rentrer à Brest. Et c'est là qu'à Brest, il reçoit, son père a dû réfléchir un peu, et 2 mois plus tard, il reçoit cette fois-ci une lettre directement adressée à Jean-François, et c'est une lettre qui fait 2 pages. Il lui explique que ce n'est pas possible, il va ruiner sa carrière militaire, il est trop âgé pour elle, on ne la connaît pas bien, elle n'est pas noble, bref, il est vraiment, il insiste et confirme son mécontentement. Il en parle à Léonore, qui commence un petit peu à avoir des soupçons sur leur relation. Bon, bien sûr, il est quand même militaire. La Pérouse, on lui confie un bateau qui s'appelle l'Amazone. Il part aux Amériques, hein, on disait les Amériques avant. Et puis, la guerre est imminente entre les Anglais et nous, puisqu'on a aidé les patriotes américains. Hein, donc, on va, pendant ce temps où il était parti donc, aux Amériques, Éléonore est un peu, alors c'est du courrier, mais moins des yeux, moins du cœur. Ses parents, pendant ce temps-là, ils ont des amis, bien sûr, du même niveau. Ils ont trouvé une fille, mademoiselle de Vézian, Rose de Vézian, c'est une fille d'une amie. Elle est noble, elle habite à Albi, elle est jolie, elle est jeune, elle est riche. Que demander de plus? Alors, quand la Pérouse va rentrer, bien sûr, on lui dit, voilà, il faut te marier avec cette femme-là, elle est très jolie. Au début, il n'est pas très d'accord, hein, bon, c'est sûr. Alors, il se plie finalement, le temps passe, il se plie un peu à cette Rose de Vézian, et puis on va parler fiançailles. Mais fiançailles, il a des parents qui seraient heureux, il est hypocrite aussi un peu quand même. Hein. J'ai vu son courrier, même Monsieur de Vézian, je suis honoré de faire votre fille. Bon, il a un peu oublié Léonore, que l'on croit. Et donc, comme gentilhomme qu'il est, puisqu'il va donc quitter Éléonore, qui est en France, qui est désespérée pour elle, il n'y a qu'un homme possible, c'est Jean-François. Elle se réfugie, la pauvre, au couvent Saint-Antoine. Je crois avoir une image de ça. Voilà, ça c'est la maison qu'avait acheté donc à l'emplacement, qu'avait acheté la maison à. Enfin, si encore. Donc, voilà, Mme Broudou qui arrive, la mademoiselle Broudou qui a suivi la Pérouse, on le voit bien, mademoiselle Broudou en haut, avec une date. Donc, tout ça, c'est clair, c'est net. La maison qu'ont fait acheter les parents à Jean-François pour mademoiselle de Vézian, qui n'ira pas, on est d'accord. Donc, voici le couvent Saint-Antoine. Mon petit-fils, il dit, papy, tu as cribouillé sur… Non, je n'ai pas cribouillé. J'ai voulu juste marquer, parce que le couvent est là en bleu, vous voyez. Et puis, à l'époque, il y avait, dans le 11e arrondissement de Paris, il y avait un jardin énorme, immensément grand et très agréable dans ce couvent. Bon, ben, bien sûr, la Pérouse arrive avec une somme non négligeable, on parle de 20 000 livres pour dédommager Éléonore. Éléonore est au parloir, elle est désespérée. Elle ne fait pas de chantage à Jean-François. Elle lui dit qu'il a repris sa liberté, c'est normal, elle ne veut pas insister, mais elle ne veut pas trouver d'autre homme, elle restera nonne, sa vie est choisie. Et puis cette fille est en pleurs quand même, elle est désespérée. Et Jean-François, c'est un être humain.
lui, si obéissant, si sérieux, il craque. Il craque. Il saute dans les bras d'Éléonore et il lui dit que c'est la seule femme qu'il a aimée et qu'il va donc arrêter ses fiançailles avec Rose de Vézian. Mais les parents de Vézian avaient compris, je pense, avant l'heure. Ils avaient déjà programmé un remplaçant, le marquis de Sénéga, bon, pas tout jeune, mais un marquis, donc c'était très bien. Donc voilà, la maison que vous avez vue n'ira pas à Rose de Vézian, mais ira à Éléonore. Et comme il ne veut pas retrouver des histoires avec son père ou avec la hiérarchie, dans la foulée, il se marie et ils vont donc se marier tout de suite à l'église de Sainte-Marguerite, dans le 12e arrondissement. Je crois que j'ai la photo de cette église. Hop, j'ai petite erreur. Voilà, je suis revenu au point de départ. Voilà. Voilà. Alors donc, vous voyez, le couvent à la Révolution a complètement changé. On a brûlé l'église, on a gardé le couvent, on l'a transformé en hôpital, l'hôpital Saint-Antoine aujourd'hui. Le jardin a disparu, bien évidemment, et s'est construit de partout. Voici l'église où s'est marié donc la Pérouse, Jean-François et Éléonore. Petite église sans prétention, 2 témoins, pas plus. Pourtant, il est capitaine de vaisseau. Il a réussi comment dirais-je, l'abbé d'Hudson qui a donc fait sa gloire, en fait. Hein. En résumé, il a donc été envoyé pendant la guerre d'indépendance dans la baie d'Hudson. Il a pris 2 forts anglais, pas très importants, mais 2 forts anglais sans aucun blessé, ni français ni anglais. Et ça a plu au roi, hein, Louis XVI, qui justement, par ce fait intéressant, l'a choisi, ce qu'on pense, a choisi la Pérouse pour faire ce fameux tour du monde. C'est ce qu'a fait justement basculer le roi. Donc cette église est tellement humble, regardez l'intérieur, c'est pas grand-chose. Et pardon, ça c'est plus tard. Donc cette église, elle est donc très simple. Il va donc, alors après ce mariage qu'il a fait un peu sur un coup de tête, il écrit à ses parents, il écrit, après tout quand même, il doit se dire, je suis capitaine de vaisseau. À l'époque, les parents, par exemple le père de la Pérouse, avaient le droit de regard sur les fiançailles de leur fils, même majeur, même officier, même capitaine de vaisseau. Incroyable. Donc il allait écouter, puis là il a un peu craqué quand même. Hein. Donc il a passé outre, il s'est marié donc le 8 juillet. Il fait un courrier à ses parents, il fait un courrier à De Castries, qui est son ministre de la Marine. Alors, une lettre qui fait 2 pages, et pareil, il lui explique qu'il est désolé, il a eu un coup de cœur, cette fille qu'il aimait tant, il ne pouvait pas faire autrement, c'est un gentilhomme. Bref, il explique pourquoi il a réagi comme ça, en croyant qu'il va se faire taper sur les doigts, sinon plus, eh bien non. De Castries lui répond un petit mot gentil, et du coup, la Pérouse, vous avez écouté votre cœur, c'est très bien, je vous félicite. Alors là, super. Donc, les jeunes mariés, pas les jeunes mariés, elle a 28 ans, il en a quand même 43, lui. Ils sont plus jeunes, mais ils sont mariés. Ils reviennent à Albi, et là, tout a changé. Ils sont reçus en héros. On fait une cérémonie à Sainte-Cécile, à la cathédrale d'Albi. Là, on a changé de... Bien sûr, il est devenu capitaine de vaisseau, un courrier du roi. Et même, paraît-il, là, on s'avance un petit peu, le couple, donc la Pérouse et Éléonore, aurait rencontré le roi Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles durant leur petit séjour à Paris. Et il paraîtrait, ça c'est pas du tout certain, que la reine aurait envoyé un mot, parce qu'elle avait compris, on lui avait expliqué l'histoire du refus au départ, elle avait donc envoyé un petit mot, soi-disant, aux parents de la Pérouse. Alors là, évidemment, on s'incline, hein, on ne peut pas faire autrement. Alors, donc, ils vont rester quelque temps à Albi. Là, tout va bien. On reçoit des habits, on fait des repas. Bon, on se remarie en quelque sorte. Et ils vont passer 3 mois merveilleux à Albi, le meilleur moment de leur vie, sans doute. Hein. D'ailleurs, c'est là qu'on va sûrement faire le portrait que vous avez vu d'Éléonore, parce qu'il y avait du temps, il y avait des peintres disponibles. Et on pense même qu'il a fait une petite miniature parce qu'il savait qu'il partirait un jour très loin. Il n'y avait pas de photo à l'époque. Donc, il avait fait une petite miniature identique à ce grand tableau d'Éléonore. Le tableau est privé pour l'instant, dans une famille privée,
mais vous avez une très belle copie au musée Albi, m'a-t-on dit. Je l'ai vue, c'est vrai, je ne m'en souvenais plus. Et très beau, très joli musée Albi, hein, c'est le moment pub. Hein. Voilà. Et donc, durant ces 3 mois d'émerveillement, la Pérouse est convoquée à petit point militaire quand même. Il est convoqué à Paris, à Lorient, parce qu'il y a eu il y a un procès en cours. Il se rend au procès de De Grasse. De Grasse, c'est l'amiral qui avait vaincu les Anglais à Chesapeake, tout ça, lors de l'intervention contre les Anglais. Et quand on a quitté avec de nombreux bateaux donc l'Amérique, pour résumer, il y avait Vaudreuil, il y avait Bougainville, donc sous les ordres de Grasse. Et soi-disant qu'ils n'auraient pas compris le message de Grasse, ils auraient quitté le combat. Bon, c'est un peu incertain. De Grasse ne veut rien savoir. Il veut faire un procès retentissant à ces 2 subalternes, Vaudreuil et Bougainville. Et donc, comme il était présent également, la Pérouse, comme officier, il est convoqué comme témoin. Bon, ça s'est mal passé pour De Grasse, parce qu'il a été évincé de la cour. On a tiré un peu les oreilles à Vaudreuil et à Bougainville, et ça s'arrêtait là. Peu de temps après, donc, la Pérouse, avec tous ces événements, il est choisi par le roi pour faire sa fameuse expédition. Et c'est là que l'on pense qu'il est devenu comte. Il n'était pas comte avant. Son père était chevalier, donc vous savez que la noblesse, ça a plusieurs titres. Hein. Il y a chevalier, il y a baron, vicomte, comte, marquis, duc, prince. Bon, après, il y a le soleil, hein, il est roi. Voilà, donc on le fait comte parce que son ami qui va l'aider à l'expédition, il est vicomte. On peut pas, donc, il faut un grade de plus hein, dans la noblesse pour pouvoir être à la hauteur. Alors, donc, l'histoire avance bien, on recule l'échéance et le départ, le 15 août 1785, la Pérouse va quitter donc Brest pour sa fameuse expédition qui devrait durer 3 ans. Alors, on a du courrier, bien sûr, il y a du courrier à pas mal d'endroits, au Kamtchatka, en Australie, plusieurs fois, des lettres d'amour enflammées, et puis par rapport aussi à la hiérarchie. Puis, au bout de pratiquement 3 ans, sur le chemin du retour, en fait, au niveau de l'Australie, plus de nouvelles. Alors, on attend 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça faisait beaucoup. Le temps passe et le Nord commence un petit peu à s'inquiéter. Et on peut le comprendre. Les mois, les années passent et donc toujours rien. On va donc faire des recherches, on les connaît, hein, des recherches par deux voyages consécutifs pour retrouver. On ne retrouvera rien, à part en 1826, quand Peter Dillon découvrira tardivement cette île de Vanikoro. Donc, Éléonore, bon, elle est disparue, on n'en parle plus de Jean-François. Éléonore est seule. Alors, elle va au début donc passer un peu de temps chez les beaux-parents qui sont fatigués. Le père vient à mourir, la mère est fatiguée. Elle va quitter la belle famille. Elle va aller donc dans sa famille à elle, vers Nantes. D'abord les sœurs de la Pérouse, puis sa famille à Nantes. Sa mère est toujours là. Et puis, on va lui confier, c'est quand même drôle, on va lui confier la même paye que son mari qui était passé amiral entre-temps. C'est une somme tout à fait correcte. Et on va lui trouver un appartement de fonction au château de Vincennes. Le château de Vincennes, ça servit à tout. Résidence royale, ça servit de prison, de casernement et de logement de fonction. Mais elle s'y ennuie. Elle est seule, elle est à Paris, elle s'ennuie. Alors finalement, elle est récupérée par une famille des amis, les comtesses de Hocquart. C'est une belle maison qui a été refaite plusieurs fois, donc je n'ai pas de photos d'époque à vous proposer, et qui se trouve à l'ouest de Paris. Elle vit d'une pension qui, au fur et à mesure, a diminué, parce que le temps passe. Éléonore, elle a connu la mort de Louis XVI, elle a connu la Révolution, la Terreur, Napoléon, l'Empire. Hein. Donc, j'y arrive à Napoléon. Alors, comme je disais, vrai, pas vrai, légende. Le pote d'Ajolais, qui a participé à l'expédition de la Pérouse, était professeur d'histoire, de mathématiques et d'astronomie au lycée militaire de Paris. Il avait comme élève Bonaparte. Ça, c'est vrai, c'est confirmé. Il avait un autre élève, entre autres, qui s'appelle Deroux d'Arbaud.
Et Léopold d'Angélé avait droit de prendre avec lui un apprenti, un élève. Paraît-il que Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, s'était proposé volontaire. Et Léopold d'Angélé a proposé Deroux d'Arbaud, qui était plus fort en mathématiques et en astronomie. Alors, vrai ou faux, on ne sait pas encore. Des fois, il y a des historiens très sérieux qui connaissent bien Napoléon qui émettent un doute. C'est beau comme légende, hein, Napoléon qui est refusé et puis qui fait un empire un peu plus tard, c'est bien, mais maintenant, il faudra peut-être le prouver, on verra ça peut-être prochainement. Donc, Napoléon connaît Madame Lapérouse. Madame Lapérouse, qui a presque plus de pension, lui écrit, on a le courrier également, et donc Napoléon ne répond pas directement, bien sûr, il va envoyer son ministre de la Marine, c'est un Denis Descrest, c'est un noble, et ce noble, il a évité la guillotine de la Révolution, c'est un bon soldat, un bon militaire, et il a connu donc Lapérouse à la bataille des Saintes. Il était capitaine de vaisseau, Lapérouse, il a eu l'enseigne de vaisseau, donc il connaît. Donc on lui propose effectivement une pension annuelle de 2700 euros, 2700 francs, pardon, ce qui fait vraiment une grosse somme. Bon, malheureusement, le temps passe, elle est seule, et puis elle va décéder à 51 ans, le 4 avril 1807. Donc, vous voyez qu'elle a quand même suivi pas mal d'époques différentes, ça a dû un peu la traumatiser. Et comme elle est pratiquement dans la famille des Hoccart, on va l'inhumer dans cette propriété. On faisait ça avant, les nobles avaient leur propre cimetière personnel, on va l'inhumer avec les autres défunts de la famille Hoccart. Et quand on va revendre la propriété à M. Tavernier, beaucoup plus tard, on va transférer les restes de la famille Hoccart et aussi d'Éléonore. Donc voici le fameux, donc le Léonore est transporté donc au Père-Lachaise, elle a quitté donc Louveciennes, on la transmet donc, voici sa tombe, hein, avec des gens de l'association, donc on fait une petite, c'est Roussy, hein, donc sa dépouille est bien là, au Père-Lachaise, division 59, si vous voulez lui rendre hommage, en première à gauche, après l'entrée principale. Voilà. Si on fait donc le résumé de tout ça, le père Abraham donc était à l'île Maurice, il est resté à l'île Maurice, il est donc mort à l'île Maurice quelques années après sa retraite. Il était quand même passé colonie, chef des colonies, c'est un grade qui a été obtenu par la Pérouse, on suppose. Madame Kayla, la femme d'Abraham, est rentrée en France, à Nantes, après le décès de son mari. Elle y est morte 9 ans plus tard. La sœur aînée, Anne, a épousé un médecin de l'hôpital où son père travaillait, où était responsable. Elle y est restée donc jusqu'à la fin. La sœur aînée, alors c'était pareil, c'est encore une drôle d'histoire, la sœur aînée, Elisabeth, paraît-il, certains historiens, était aussi amoureuse de la Pérouse. Et comme la Pérouse avait plutôt un penchant comme Éléonore, elle a abandonné donc cette idylle naissante qui aurait pu se faire, et puis elle ne s'est jamais mariée. Alors est-ce que c'est un chagrin d'amour? On ne peut pas trop savoir. Le fils aîné, Broudou, n'est jamais venu à l'île Maurice, il a travaillé en France, à Nantes. Le second fils, il est venu tardivement, il s'est marié là-bas avec une Eugénie Labarthe, qui a divorcé à l'époque de la Révolution. On pouvait divorcer à ce moment-là. Et puis Frédéric, c'est le mauvais fils, le voyou, qui avait fait des siennes déjà à Nantes. Il a fait encore des siennes à l'île Maurice. Et sa mère, j'ai lu le courrier, avait demandé au ministre de la Marine, c'est pas n'importe qui, de l'enfermer au Mont-Saint-Michel. C'était une prison aussi, le Mont-Saint-Michel avant. Hein. On l'appelait la prison des mers. Donc, Frédéric, il a été pris en main par la Pérouse. Il est rentré en France. La Pérouse l'a pris en main, il a embarqué avec lui sur la boussole, bon, et malheureusement, il disparut avec tout le monde. Donc, Frédéric est mort à Vanikoro avec les autres. Hein, voilà comment ça s'est passé, malheureusement. Alors, voilà un roman d'amour qui s'est mal passé, hein, tout est réuni. Hein, des amants qu'on a empêchés, qui sont aimés, qui sont séparés, et ça finit par un drame. Voilà. Si vous avez des questions éventuelles.
Bravo, Alain, c'est très, très passionnant. Ouais. On- nous avons tous ceux qui connaissent bien la Pérouse, connaissaient une partie de cette histoire, mais Oui, pas oui, évidemment, pas oui. tous les détails que tu nous as donnés, qui sont Euh, fantastiques. euh, c'est un peu changeant, si tu veux. On parle toujours des exploits de la Pérouse, Dieu sait s'il y en a. Mais c'est vrai que là, on voit le côté cœur, un peu le côté humain du personnage. C'est tout à fait son style. Voilà. Tout à fait d'accord. Alors, un point de détail, mais intéressant, Oui, quand tu as parlé de Vieux Grand Port, en fait, le nom complet, c'est le Vieux Grand Port. le vieux Et grand la port. ville, Oui. et le ville s'appelle Port Mahébourg. Bourbon. Oui, c'est vrai. Oui, et la ville s'appelle Mahébourg, donc Oui, de Maël maintenant, Labourdonnais, qui aujourd'hui. est le créateur des îles Oui. Oui. françaises en Inde alors, la bataille de Grand, donc 30 ans plus tard, pendant Napoléon, Oui. euh, en 1810, il y a eu une bataille navale à Grand Port Oui. entre les Anglais et les Français. Oui. Les Anglais à l'époque cherchaient à prendre l'île de France. Oui. Et cette À bataille cause des navale, nous corsaires l'avons gagnée. français. Ah oui, bien Nous sûr. l'avons gagnée. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule bataille navale qui est sur l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire, si tu vas sur l'Arc de Ah Triomphe, oui, tu c'est vrai, verras d'accord. la Ah oui. bataille de Grand Port. Ah ouais. Voilà. Alors, Donc, on c'est m'a la seule raconté donc bataille. que les Anglais avaient donc en 1810 avaient donc occupé difficilement l'île Maurice, enfin, l'île de France, parce que ils étaient harcelés par les corsaires français, dont Surcouf. Il leur a Oui, fait beaucoup de mal. Ils étaient agacés par ce Surcouf et ces corsaires français qui étaient basés à l'île de France. Ils en ont eu marre. Allez, ils ont attaqué l'île de France, ils l'ont prise. Et oui, c'est et c'est devenu. d'ailleurs la seule île anglaise que enfin, je connais bien parce que j'y ai passé pas mal de temps, la seule Oui. île anglaise, enfin de Commonwealth anglais, où l'endroit où les Anglais sont arrivés s'appelle le Cap Malheureux. Oui, alors justement, je vais te dire, pour conclure, hein, moi, quand j'ai découvert j'y suis passé, moi, mais il y a 40 ans à l'île Maurice. Et quand j'ai revu la carte, ça m'a fait sourire parce que je voulais en parler. Écoute, il y avait Curepipe, c'est l'endroit où a vécu le père d'Éléonore. Et Oui, donc, oui, c'était la ville des Français, Curpip. Oui, voilà. oui. Et Curepipe, c'est quand même un drôle de nom, quand même. Eh bien, c'était l'endroit qui était un peu retiré en hauteur, que les soldats venaient se reposer, ils fumaient la pipe et curaient leur pipe. Ça s'appelle Curepipe. Voilà, Et exactement. il y a des noms, enfin, je les citais parce que je les ai notés, ils sont là. Hein. Écoute, j'ai trouvé ces noms marrants. Il y a Gros Caillou, Petite Rivière, Pointe au Piment, le Trou aux Biches, là, le Cap Malheureux, c'est déjà plus grave, et la baie du Tombeau, c'est la catastrophe. Ces noms, c'est marrant. Ces noms sont restés, des noms français. Oui, oui, C'est tout à drôle, fait. hein. Mais d'ailleurs, l'île Maurice est toujours francophone. Oui, c'est Euh, vrai, j'ai vu ça. euh, et évidemment créole aussi, et Créole, oui, anglais. créole C'est très français. marrant d'ailleurs parce que si tu vas à la Chambre des députés mauricienne, Oui, c'est tout à fait comme les Commons, les gens, les perruques et tout. Et donc, oui, tout est très formel en anglais. Quand ils oui. commencent à chauffer un peu le débat, ça passe en français. Oh, le Et créole, quand ils s'insultent, ils passent en créole. ça passe mieux, bien sûr, oui, oui. C'est une chambre des députés en trois langues. Oui, oui, oui. Parfait. Bon, Bien, voilà l'histoire d'Éléonore. Voilà. Alain, je voudrais te remercier hein, pour Mm. tout le monde, hein, pour cette conférence qui donne beaucoup d'éléments intéressants. Mm. Euh, En ce qui concerne la destinée de Napoléon euh, Oui. avec la Pérouse, donc dans la dernière lettre hein, du mois de décembre, donc nous avons publié une discussion Mm. très intéressante entre Monsieur Meignet et Monsieur Jacques Baudin qui est ici présent ce soir et que je tiens Oui. à saluer très chaleureusement. Et Oui. reçu donc une nouvelle communication de Monsieur Meignet qui confirmerait effectivement Ah, d'accord. donc cette légende, Oui, allons-nous dire. c'est plus une légende, alors, finalement. C'est ce Cette, volontariat de Bonaparte et qui voulait partir aussi. Bon, cette, il a eu de la chance, hein? cette communication va être publiée D'accord. dans la D'accord. prochaine lettre de janvier. Alors, D'accord. elle va être publiée. Si tu veux, moi, j'avais lu que des. Elle va Oui. être publiée fin janvier, car là j'ai des problèmes. Enfin bon, bref, ce sera Oui. publié en fin janvier, hein, donc une nouvelle communication de. D'accord. Qui confirmerait ça. Très bien. Voilà. Voilà. On va lever le doute. Voilà. Autrement, y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? Est-ce que, Alain, tu pourrais Oui.
retirer La photo. oui, le partage d'écran. Voilà. Très bien. C'est pratique. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Questions ou commentaires? Laurie Robert, des questions? C'est ma fille. Elle m'a dit au début, me dire, t'es trop pointu, ça va, je sais que je comprends pas. Donc, je rappelle le mois prochain, je revérifie ma date. Donc, ce sera Marc Onetto, donc ici présent, Oui, on a vu. qui nous parlera de la navigation de la Pérouse sur les côtes d'Alaska. Oui, d'accord, on connaît bien. Sera le 10 février. Pardon, ce sera le 10 février à 18 h. Ce sera republié dans la lettre de janvier et D'accord, vous recevrez également les invitations. très bien. Très bien. C'est bon? On a fait le tour? Voilà, bon, bien. J'en profite pour saluer tout le monde encore une fois, vous souhaiter une excellente année, hein, et puis surtout une bonne santé à vous et à vos proches. Très Alors, bien. Philippe, juste une question. Est-ce que tu as maintenant le Zoom nécessaire pour durer plus de 40 minutes, hein, donc tu n'as oui, pas besoin d'utiliser mon compte? non, sur la France, il y a pas besoin. L'Alaska, bon, nous allons revoir ça, puisque nous, alors, pour votre information, en Alaska, nous avons l'association La Pérouse, Alaska Association, et depuis novembre 2020, nous avons mis en place un système de conférences. Donc, tous les mois, tous les troisièmes samedis du mois, nous avons une conférence donc en anglais. Alors, j'en profite, non pas pour en faire la publicité, mais pour dire que ces conférences touchent tout ce qui a rapport de près ou de loin à la Pérouse. Alors, c'est l'esprit qui nous importe. Alors, nous avons eu des conférences, bon, bien évidemment sur la Pérouse, sur son voyage, il y en a eu plusieurs, mais par exemple sur les habits Tlingit, les Tlingit étant une des tribus rencontrées par la Pérouse. Donc, nous avons des conférences du côté de ceux qui ont rencontré la Pérouse. Alors, nous avons bientôt une conférence également, ce mois-ci, en janvier, sur les arcs et les flèches. D'accord. Des armes que les Tlingits n'ont jamais utilisées. Mais ça ne fait rien. Vous voyez, c'est pour dire que c'est quelque chose d'un petit peu général. Donc, si vous avez des thèmes à nous présenter sur le 18e, d'accord, touche au siècle des Lumières, qui touche de près ou de loin à la Pérouse ou aux explorateurs. Je dirais, pourquoi pas, si vous avez une conférence sur Bougainville. Ah oui, bien Bougainville, très bien. Tous les navigateurs, tout ce qui a créé ce 18e, tout ce qui a créé, je dirais, la force de la France, tant militaire que philosophique au 18e. Voilà, donc, un point intéressant concernant la tribu des Tlingit oui, dont Philippe faisait référence, c'est que ces gens-là n'avaient jamais vu leurs ancêtres. Et la seule représentation, la plus vieille représentation de leurs ancêtres qu'ils n'ont jamais vu, c'est l'extrait du journal de bord de la Pérouse où il a dessiné, avec des gravures, où les gens qui étaient à bord et qui faisaient les sketchs pour lui, les dessins, ont dessiné la rencontre avec la tribu Tlingit dans la baie que la Pérouse avait appelée le port des Français et qui s'appelle aujourd'hui Lituya Bay. Et donc, grâce à ça, nous avons une forme de traité d'amitié formel entre l'association La Pérouse et la tribu Tlingit. J'aime pas le mot tribu, je préfère le mot anglais First Nation, donc la nation Tlingit. Et quand j'ai la chance d'aller à Juneau pratiquement une fois tous les ans avec mon bateau, et quand j'arrive à Juneau, je suis accueilli par le chef de la nation qui m'invite à dîner et tout. C'est super sympa. Donc nous avons un très bon rapport
entre l'association La Pérouse et la nation Tlingit qui occupe à peu près la moitié de ce qu'on appelle le sud-est de l'Alaska, c'est-à-dire la partie de l'Alaska le long de la mer avant la Grande Alaska, qui était la partie russe en fait, et avec la capitale russe qui s'appelait Sitka. Donc nous avons, les Tlingit sont une nation importante pour l'Alaska, et nous avons le plaisir d'avoir un traité d'amitié avec eux. Très bien. Très bien. Bon, eh bien, je vais encore une fois vous souhaiter une excellente soirée, une excellente année. Et puis, je vous dis bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Jacques. Oui. J'espère que tout va bien. Au revoir à toutes et à tous. Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde et merci de votre présence. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour.